Alors, garantir le système par répartition, vous y croyez ou pas, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, vous nous avez rejoint. Est-ce qu'il y a plus de justice sociale aussi dans ce projet de réforme ? Vous attendez quoi comme réponse, à votre avis ? La vérité, ce que vous pensez, la vérité, vous ? non, je ne crois pas. Je crois qu'on est en réalité dans un système, une nouvelle réforme qui va de nouveau, parce que ce n'est pas la première, rallonger le temps de travail, c'est-à-dire retarder la possibilité de partir en retraite, baisser les pensions et rendre, avec le système par points, tellement incertain en réalité ces pensions que, en tout cas ceux qui pourront, iront vers des retraites par capitalisation, ce dont je pense que c'est un des objectifs. Donc je ne partage pas du tout, évidemment, la position de ma collègue, mais on ne va pas s'étonner là-dessus. Il y a trois choses. D'abord, constatons une chose, c'est que ça fait des années, en réalité, que soit par l'augmentation des années de cotisation, soit carrément en 2010 par le recul de l'âge de la retraite, on nous explique que c'est la dernière réforme pour sauver le système de retraite et qu'après, les Français pourront voir venir. Et puis, chaque gouvernement en propose une pour toujours avoir le même système. Et d'un autre côté, on observe qu'on a de plus en plus de gens qui partent à la retraite chômeurs, c'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont plus d'emploi depuis des années du fait de la crise que nous connaissons. Donc on a un système délétère qui non sellement appauvrit ceux qui sont en âge de partir à la retraite et à qui on l'interdit parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas en réalité l'emploi nécessaire, et puis qui, j'allais dire, revient sur un des acquis. Parce que figurez-vous, pourquoi par exemple croyez-vous que les gens vivent plus vieux ? C'est les progrès médicaux, certes, mais c'est aussi le fait qu'on a, au fur et à mesure des années, réussi à retarder, à avancer l'âge de la retraite. Voilà, moi, à un moment donné, qu'on arrête de travailler à un certain âge. Éric Coquerel soulève quand même des points importants. En Europe, et je termine là-dessus pour pas que je vous laisserai parler, vous inquiétez pas. Mais ce qu'on constate en Europe, c'est que la durée de vie, ou en tout cas la durée de vie en bonne santé, est en train de régresser partout et elle est parallèle souvent avec ce rallongement du durée de travail. Donc c'est un système que nous estimons délétère. Il y a le taux d'employabilité des seniors auquel vous faites référence et puis il y a garantir le point, finalement la valeur du point. Il y a quand même des questions qui sont soulevées, des questions qui sont importantes pour l'avenir du système. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me donner la valeur du point AGIRC, ARCO, qui est celui de la retraite complémentaire des salariés du privé. Est-ce que vous saviez, par exemple, que pour la première année en 2019, ce point AGIRC-ARCO va être indexé sur l'inflation ? C'est la première fois. Jusque-là, il ne l'était pas. C'était une décision de ce groupement d'intérêts. Vous voyez, aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de mécanismes qui sont en place, qui font que, oui, il y a des valeurs du point et que non, elles ne sont pas garanties d'une année sur l'autre. Donc, ce qui compte, c'est qu'effectivement, le point garantisse qu'on puisse verser des retraites à tout le monde. C'est ce qu'on va continuer à faire. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas faire peur aux gens en leur disant tout d'un coup, il y a un point qu'on ne maîtrisera plus. Non, il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des systèmes de ce type qui sont en place. Ce qu'on veut justement, c'est les rendre plus transparentes en les mettant notamment en débat au Parlement. La deuxième chose, sur l'employabilité des seniors, vous avez raison. À chaque fois qu'on recule l'âge de la retraite, il se trouve que les 2 années qui précèdent l'âge de la retraite ont des taux d'employabilité de seniors juste dramatiques. Dans notre pays, on a du mal à gérer ça. Pourquoi ? D'après moi, parce que à chaque fois qu'on parle notamment de la pénibilité du travail, on ne l'envisage qu'en fin de carrière, au moment où les gens sont déjà usés. Ce qu'il faut aujourd'hui, et nous avons les outils pour le faire grâce à la loi sur le choix de son avenir professionnel, il faut envisager la formation tout au long de sa carrière pour que des gens dont on sait qu'ils font des métiers pénibles puissent être accompagnés vers des reclassements, vers d'autres choses, d'autres métiers, en tout cas, pour ne pas être usés. Et la dernière chose sur le chômage, nous proposons dans le rapport de M. Delevoye, il y a une proposition qui est extrêmement importante, justement, sur la valorisation du chômage. Aujourd'hui, quand vous êtes chômeur, vous avez droit à un certain nombre de trimestres dits d'équivalence, c'est-à-dire qu'on va compter des trimestres, mais ils ne valent rien. Ils ne portent aucune valeur financière. Demain, on va leur donner aussi une valeur financière parce qu'on va valoriser le fait que des personnes, même quand elles sont au chômage, sont en recherche d'emploi. Est-ce que c'est garanti ? Elles sont nature à vous rassurer. Et il y a quand même l'âge légal. On ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite. Ça n'a pas encore été tranché sur le fameux âge pivot. Alors, âge pivot existe déjà, que ça soit au niveau de l'allongement de la cotisation ou au niveau de l'âge pivot, on sait que vraisemblablement, il n'y aura pas possibilité de départ à taux plein avant 64 ans. Et même en augmentant la durée de cotisation... C'est quasiment le cas aujourd'hui, vous savez, Éric Coquerel. On part à plus de 63 ans. Donc, oui, mais ce n'est pas la même chose quand vous ne pouvez pas partir avant et quand vous pouvez partir. C'est la même chose dans le régime général à 63 ans. Avec le système
j'allais dire, glissant qui va être proposé. C'est-à-dire qu'il est bien dit que les choses continueront à évoluer à l'avenir. On peut penser qu'en réalité, les années de cotisation vont continuer à augmenter. Pour quelqu'un qui rentre, par exemple, dans une carrière, comme ça se fait de plus en plus, à 22, 23 ans, vous verrez que ça ne sera pas 64 ans, mais 66 ou plus. Mais je reviens sur deux choses. Le point, par rapport à ce qui a été dit. Aujourd'hui, on calcule l'âge de la retraite, le montant de la retraite sur les 25 meilleures années. D'accord ? Avant, c'était les 10 meilleures années. On a déjà reculé. Donc, le système par points est en train d'effacer ça. Ça, c'est clair. Deuxièmement, ça rend incertain parce qu'au moment où vous réaliserez votre retraite, le système par points rendra beaucoup plus difficile pour la personne qui le fera la lisibilité de ce qu'il touchera en pension. Mais moi, je voudrais globaliser le problème. Par rapport à une trentaine d'années, on a augmenté la productivité, je le dis de mémoire, mais c'est à peu près les chiffres de x3. Donc à partir de là, une fois que vous augmentez la productivité, à qui ça doit profiter ? Est-ce qu'on pense que ça doit profiter, ce que je crois, par exemple, à un partage du temps de travail, que ça soit dans la durée d'une vie ou dans la durée d'une semaine, ou est-ce que ça doit profiter finalement à le fait de, faire encore plus de profit dans une entreprise, libérer des dividendes, etc. C'est exactement ce qui se passe depuis une trentaine d'années. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut en finir avec cette idée que, au final, alors qu'on augmente la productivité, parce que les gens vivraient plus vieux, il faut les faire travailler plus longtemps. Il faut répartir le temps de travail. C'est ça alors, des grandes là, il y a leçons, des divergences de fond, évidemment, sur ce plateau. On ne vous mettra pas, évidemment, d'accord tout de suite. Il y a des points de convergence peut-être possibles. Il y a une nouvelle méthode, en tout cas, qui est adoptée dans cet acte 2 du quinquennat. Est-ce que cette méthode, elle peut permettre justement de trouver ces points de convergence et de mettre tout le monde d'accord ? Est-ce que vous y croyez ? Moi, je crois d'abord qu'elle doit permettre d'avoir une vision claire et objective des systèmes actuels. Et je dis bien des systèmes parce qu'il y en a 43. Et donc, il faut qu'on commence par bien expliquer l'existant et qu'on explique aussi très clairement les propositions qu'on a pour qu'elles puissent être discutées et qu'elles puissent être challengées. Donc oui, j'y crois vraiment. Jean-Paul Delevoye a 18 mois déjà que Jean-Paul Delevoye rencontre. Effectivement, et finalement, avec les syndicats, il n'y a toujours pas d'atterrissage. Il a mené un travail très important de ce point de vue-là, avec aussi avec des citoyens, pas qu'avec des syndicats. Il est clair qu'il y a des oppositions idéologiques de fond. Il y en a certains qui pensent encore qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans. C'est juste impossible, soyons très clairs. Expliquez-moi pourquoi c'est impossible. Parce que financièrement, ce n'est pas tenable. Et surtout parce qu'aujourd'hui, les gens, très honnêtement... Mais vous savez très bien. Mais financièrement, attendez, c'est un débat intéressant entre vous et moi. Oui. Financièrement, notre pays n'a jamais été aussi riche. On continue à produire de la richesse. Donc, riche, mais très endetté. Et on peut dire aussi combien nous coûte les retraites. Une part de ces sommes, à peu près 150 milliards par an par rapport à il y a 30 ans, part vers les revenus du capital plutôt que vers les revenus du travail, y compris ce qu'on appelle le salaire socialisé, qui notamment sert pour les retraites. Donc s'il y a une solution, c'est d'aller prendre justement sur les revenus du capital, les taxer suffisamment pour faire en sorte que justement le régime de retraite continue à perdurer. C'est pour ça que je vous dis c'est une question non seulement de partage de travail, mais de partage des richesses. Non, il y a pas deux autres. Alors moi j'aimerais qu'on cite deux autres chiffres. D'abord, on a un problème démographique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 millions de chômeurs. On a 1,7 actifs pour un retraité. En 2050, on sait qu'on aura 1,5 actifs pour un retraité. Vos actifs produisent beaucoup plus qu'il y a 10 ans, il y a 30 ans. Sauf que les salaires ne sont pas extensibles et qu'aujourd'hui, on fait aussi une chose, c'est qu'on consacre 25% de la dépense publique. 25% de la dépense publique est consacrée aux retraites. Aujourd'hui, il faut se le dire. C'est important aussi. Donc, on y consacre une part très importante de notre richesse, de notre PIB. C'est un choix. Alors, on va passer à une autre question. Une chose, vous irez vous manifester dans la rue pour les retraites ? Oui, bien sûr, j'irai manifester. D'ailleurs, je pense que très sincèrement, les citoyens dont on parle vont manifester en plus grande mesure avec la RATP. C'est une grève historique. RATP vendredi dernier. Et moi, je crois que c'est sur les retraites quelque part on peut justement faire échec à tous ces projets de. Donc vous croyez à la convergence des luttes qui n'a pour l'instant jamais eu lieu. Je crois en tout cas que sur les retraites, les gens tiennent à leur retraite, d'accord, que ce soit ceux qui bénéficient de retraite en raison de la pénibilité de leur travail spécifique, mais même plus généralement. Et vous verrez que c'est peut-être là-dessus, effectivement, qu'on pourra faire échec au gouvernement. Autre question posée cet après-midi dans l'hémicycle par le député Saïd Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Il a interrogé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à propos du trafic de drogue et de la lutte contre le trafic de drogue. Ce sont 200 000 personnes mises en cause l'année dernière. Ce sont 30 tonnes de cannabis qui, chaque mois, rentrent en France. Ce sont 20 000 personnes qui en vivent. C'est cela la réalité du trafic de drogue. Nous avions un office central qui luttait contre le trafic de drogue, qui depuis 66 ans n'avait pas connu d'évolution.
Ce que nous voulons, c'est proposer un plan d'action de 55 mesures qui fassent en sorte que, sur le terrain, tous les acteurs soient mobilisés à chaque instant pour qu'en matière de renseignement, en matière d'interpellation, en matière de sanctions, nous puissions agir. Sandra Motin, qu'est-ce qui va changer ce nouvel office central ? D'abord, il n'est plus sous la seule égide du ministère de l'Intérieur, il est interministériel. C'est très important, ça veut dire que la justice notamment et l'Intérieur vont travailler ensemble, main dans la main, puisque déjà la direction de ce nouvel office, il est sous l'autorité d'une magistrate et d'une commissaire de police. Et puis on l'a vu également, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, puisqu'on a un problème de douane aussi sur ce sujet-là. Et tous les ministres... Nicole Belloubet, Laurent Nunez, tous étaient à Marseille aujourd'hui pour présenter ce plan. Voilà, le ministère des Affaires étrangères est aussi sur le coup. Donc c'est très important parce que déjà, ça veut dire qu'on se dit que tout ça est beaucoup plus important que juste un problème de police. C'est un problème de santé publique. On va mettre donc des moyens sur les territoires pour mieux lutter contre ça. Et puis on va aussi donner les moyens à des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dans les cités notamment, souffrent énormément de ce Avec une plateforme d'appel, c'est ça, pour signaler les points de vente, qui leur permettra de signaler effectivement des situations qui ne sont juste plus vivables ni pour eux, ni pour leurs enfants. Quand on voit qu'il y a des mamans dans les cités qui ont fait le guet tout l'été pour éviter que leurs enfants ne soient happés par ce trafic. Il nous reste quelques secondes, Éric Coquerel, pour vous laisser répondre. Est-ce que ça peut être efficace ? Vous êtes en Seine-Saint-Denis, il y a peut-être ce genre de problème chez vous ? Les parents font des chaînes autour des écoles. C'est un problème sérieux, pardon. Moi, je veux bien voir ce qui est prévu, parce qu'en termes de préventif, santé publique et répression. Mais je crains qu'on soit vis-à-vis du trafic de cannabis, je parle bien de ça, et notamment c'est ce qui occupe ma circonscription, dans le même problème que la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 30. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de masse de consommation qu'on ne prétend même plus, punir. Donc ça veut dire qu'en réalité, il est quasiment admis, exactement comme l'alcool à ce moment-là. Et une amende forfaitaire de 200 €. On n'arrivera pas, uniquement de ce moyen-là, à limiter. Donc nous avons proposé, notamment avec François-Michel Lambert, d'autres députés transpartisans, un projet qui est un projet de légalisation du cannabis sous contrôle, sous monopole de l'État, avec contrôle sanitaire, parce que je crois que c'est, en tout cas cette consommation de drogue, c'est une des façons justement d'éviter cette économie parallèle, ce trafic parallèle. C'est donc votre proposition. Qui n'empêchera pas de lutter contre l'autre trafic de drogue, des drogues dures. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci Sandra Motin.